Je suis littéralement sans voix de voir à quel point je suis heureuse. Mon ventre est de retour, oh my god. Je ne laisserai plus jamais redevenir comme avant. Tu es sur le point de me voir mieux qu'avant, oh my god. C'est le message que Brooke Richardson, 18 ans, a envoyé à sa mère le 7 mai 2017, seulement quelques heures après avoir donné naissance à un bébé seul dans la salle de bain de la maison familiale pour ensuite aller l'enterrer dans la cour arrière. Aujourd'hui, on va se plonger dans l'histoire de Skylar Brooke Richardson. Je crois que c'est une affaire très connue, en fait, dans le true crime, mais j'avais également, moi aussi, envie de l'aborder, peut-être sous un autre angle, peut-être avec une autre théorie, un autre visuel de la chose. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien, confortablement, doudou sur les genoux, et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. On se transporte aujourd'hui à Carlisle, en Ohio, aux États-Unis, bien évidemment. On a la jeune Skylar Brooke Richardson, qui est âgée de 18 ans, qui habite au 104 Eagle Drive à Carlisle. Carlisle, c'est vraiment une petite place où tout le monde se connaît. Il y a à peu près 5000 habitants. Les parents ont grandi ensemble, les enfants vont grandir ensemble également. Donc, tout le monde se connaît, les voisins se connaissent. C'est vraiment un quartier qui est tissé, très serré. On a donc Brooke qui habite au 104 Eagle Drive avec sa mère du nom de Kim, son père du nom de Scott et son petit frère du nom de Jackson. Brooke allait au lycée général de Carlisle et c'était une fille très populaire. Évidemment, elle faisait tourner les têtes. C'était une belle grande blonde aux yeux bleus qui répondait pas mal aux stéréotypes qu'on se fait de la jeune adolescente populaire qui est également pom-pom girl. Elle faisait partie de l'équipe de cheerleading et c'était la voltige de l'équipe. Ça va avoir une assez grande importance en fait dans l'histoire, le fait qu'elle était voltige, mais on en parlera plus précisément plus tard. On sait également que Skylar, donc Brooke, avait déjà beaucoup de projets qui allaient arriver dans le futur. Donc, elle prévoyait justement à l'automne 2017 se rendre à l'université de Cincinnati. Son parcours était déjà tout tracé et pourtant, un simple événement, va bouleverser le cours de sa vie tout entière. Par contre, avant d'entamer directement ce qui va bouleverser la vie entière de Brooke, il faut parler un peu de son sideline, de son parcours, mais également de son parcours mental. On sait qu'à 12 ans, elle va être diagnostiquée avec une dysmorphie corporelle, de la boulimie nerveuse ainsi que de l'anorexie mentale. Le trouble dysmorphique du corps, ou également appelé TDC, connu également sous le nom de dysmorphophobie, est une condition dans laquelle les individus sont obsédés par des défauts perçus dans leur apparence, au point où cela leur cause des problèmes dans leur vie quotidienne. Elle souffrait également d'un trouble de stress post-traumatique ainsi que de dépression. On sait qu'à 12 ans, elle aurait été maltraitée par un garçon. L'identité reste inconnue, évidemment, puisque ce garçon-là était mineur. On pense que c'est à la suite de ce traumatisme, donc le fait d'avoir été maltraitée par ce jeune garçon, qu'elle aurait développé le trouble de choc post-traumatique. Et ce serait donc au même moment qu'elle aurait développé sa dysmorphie corporelle, son trouble de boulimie nerveuse, ainsi que l'anorexie mentale dont elle va souffrir une très grande partie de son adolescence. On sait également qu'elle va intégrer l'équipe de Pom-Pom Girl, donc de cheerleading, et qu'elle va en devenir la voltige. Alors, il faut savoir que pour être voltige, il faut être assez petite et assez mince, évidemment, pour être capable de se faire lancer dans les airs. On sait que lorsque il y avait la saison de cheerleading, donc de football, Brooke avait tendance à manger très peu ou pas du tout. Elle faisait vraiment un régime pour rester le plus mince possible, rester le plus petite possible, pour justement qu'elle soit capable de se faire voler dans les airs et qu'elle soit capable de faire des acrobaties. Lorsque la saison de Pom-Pom Girl, donc de football, se terminait, c'est là que Brooke Richardson reprenait beaucoup de poids puisqu'elle se remettait à manger énormément. Donc, dans l'année, il y avait beaucoup de moments où elle était très mince, puis quelques semaines, voire peut-être 1 ou 2 mois plus tard,
elle reprenait beaucoup de poids. Donc, l'entourage de Brooke l'a toujours vue ainsi, et c'est peut-être pour ça que ce qui s'est passé a passé inaperçu. Parce qu'en effet, Brooke pouvait atteindre 90 livres, et quelques mois plus tard, elle pesait 130 livres, ce qui est quand même une différence de 40 livres. On sait qu'en août 2016, Brooke a eu une brève aventure qui a duré à peu près 1 mois avec un jeune homme qui était un peu plus vieux qu'elle par contre, qui s'appelait Trey Johnson et qui habitait à Carrollton en Ohio, soit à peu près 15 minutes de Carlisle. Ils ont eu une brève aventure comme je l'ai dit et ils ont eu 2 rapports sexuels dont un qui n'était pas protégé. 1 mois plus tard, Brooke va mettre fin à la relation. Pour quelle raison? Eh bien, elle entamait sa dernière année à l'école secondaire, donc au lycée. Elle devait faire attention, elle avait besoin de temps pour elle. Elle voulait se consacrer au pom-pom girl, mais également à ses cours, donc pour avoir des bonnes notes scolaires. Elle avait donc plus vraiment le temps, selon ses dires à ce moment-là, d'entretenir une relation avec un garçon. Donc, elle va mettre fin à cette relation-là. Et par la suite, elle va bloquer ce garçon-là sur Facebook, sur Messenger, mais également sur son téléphone. Donc, il ne pourra plus jamais entrer en contact avec elle. On sait qu'en janvier 2017, Brooke va rencontrer un autre garçon qui allait à la même école qu'elle et qui s'appelle Brandon Seller. Et ils vont commencer une relation immédiatement ensemble. 4 mois plus tard, soit en avril 2017, Kim va décider d'emmener sa jeune fille au gynécologue pour lui prescrire la pilule contraceptive. Pourquoi? Parce que ça fait déjà 4 mois que Brandon et sa fille, donc Brooke, sont en couple. Et bien évidemment que éventuellement, il va avoir des relations sexuelles qui vont s'installer dans le couple. Donc, pour prévenir, elle envoie sa fille au gynécologue. On sait que le 26 avril, c'est là qu'a lieu le rendez-vous chez le gynécologue. Brooke va donc s'y rendre avec sa mère Kim, mais les infirmières vont mentionner qu'elles n'ont jamais vu Kim dans la salle d'attente avec Brooke. Donc, elles vont penser que Brooke est venue seule, alors que c'est pas vrai. Kim est bel et bien allée avec sa fille, mais elle a attendu à l'extérieur. Évidemment, puisque Brooke avait 18 ans, Brooke pouvait aller au rendez-vous seule. Elle était pas majeure, mais majeure dans ces circonstances-là. Ce qui appartient au dossier médical reste confidentiel à partir de l'âge de 18 ans. Donc, Brooke va se rendre seule au rendez-vous et elle veut la pilule contraceptive. C'est donc le docteur Andrew, donc William Andrew, qui va la recevoir dans son bureau. Elle demande donc la pilule contraceptive. Le médecin va lui demander c'est quand la dernière fois qu'elle a eu ses règles. Donc, elle va dire la dernière fois, c'est le mois passé. Bon, elle est en retard un petit peu, mais ça ne semble pas vraiment l'affoler plus que ça. Alors là, le docteur Andrew va décider de lui faire passer un test d'urine, donc un test de grossesse, pour s'assurer qu'elle n'est pas enceinte. Évidemment, pourquoi il va lui faire passer immédiatement ça? C'est simple, elle a du retard dans ses règles, c'est la première fois qu'elle voit le gynécologue, donc on sait que la pilule contraceptive peut avoir un certain effet sur le bébé. Alors, pour être safe, pour être juste à l'heure, il va lui faire passer un test. Elle va accepter, donc elle va faire le test de grossesse urinaire et il va s'avérer être positif. Ensuite, le médecin va prendre des mesures, donc l'auteur de l'utérus avec un ruban. Donc, il va prendre cette mesure-là et cette mesure-là s'arrête à 32 cm. Donc, 32 serait donc le nombre de semaines que Brooke est enceinte. Alors là, le 26 avril 2017, elle va non seulement avoir l'annonce comme quoi elle est enceinte, mais qu'en plus de ça, elle est presque à terme. Évidemment, ça va lui faire un choc. Le médecin, donc le docteur Andrew, lors du procès, va dire qu'à ce moment-là, Brooke, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est « je ne peux pas avoir d'enfant ». Et elle va au moins mentionner cette phrase une fois. C'est ce qu'il se rappelle, parce qu'il faut savoir que le procès a eu lieu à peu près 2 ans après les faits, donc en 2019. Et elle semblait sous le choc. Et au moment du rendez-vous, évidemment que le docteur Andrew va parler avec elle du suicide ou encore du fait de faire mal au bébé. Donc, il va dire que si elle a tendance à peut-être vouloir se faire du mal ou faire mal au bébé, eh bien, il est à disposition, c'est la meilleure personne qui peut la conseiller. Il va lui parler du processus des soins prénataux,
de l'accouchement, de tout ça, mais va dire qu'à ce moment-là, Brooke ne semblait pas vraiment l'écouter. Elle semblait vraiment perdue dans sa tête. Ben, évidemment, là, je pense pas qu'elle s'attendait à être enceinte de 32 semaines. Donc, elle est vraiment presque à terme. Le docteur Andrew va également lui dire qu'il faut qu'elle prenne un autre rendez-vous pour avoir une échographie plus poussée. En effet, il va lui faire une échographie assez basique, assez rapide, simplement pour voir si le bébé a tous ses membres, si tout est correct. Mais il va pas lui faire d'échographie plus poussée que ça, donc à savoir combien de litres de liquide amniotique y aurait-il entre le placenta et le bébé, la longueur du fémur du bébé pour s'assurer qu'elle est bel et bien enceinte de 32 semaines. Donc, vous savez, là, la routine, là, les échographies de base qu'on va faire pour apprendre à connaître le bébé, apprendre à connaître le liquide, le placenta, la santé aussi, la grandeur du bébé, est-ce qu'il grandit convenablement? Est-ce qu'il semble avoir peut-être des pathologies, des maladies? On ne sait jamais. Mais là, c'était vraiment de base. C'était vraiment fait sous le choc, sous le fly, comme ça. Donc, il va lui demander de se présenter la semaine suivante pour faire une échographie. Pourtant, Brooke ne prendra pas d'autres rendez-vous. Les jours vont passer et sachant que Brooke n'a pas pris de rendez-vous pour une autre échographie, la clinique va donc contacter Brooke par téléphone. Elle ne répondra jamais au téléphone. Je crois même, il me semble qu'ils vont également laisser un message, mais le message ne sera jamais retourné. Ils vont également, il y a même le médecin qui va contacter directement Brooke pour savoir ce qui se passe. Elle ne répondra jamais à ce téléphone-là. Ils vont finir par envoyer un courriel au courriel de la mère de Brooke, donc à Kim. Bon, à ce que j'ai compris dans le procès, il se serait trompé de courriel, évidemment. Et donc, ça serait Kim qui aurait reçu le courriel pour obtenir un rendez-vous pour des suivis prénataux. On sait que Kim va parler avec Brooke de cette situation-là, qu'est-ce qui se passe, et Brooke va simplement dire qu'ils se sont trompés de personne, ils se sont trompés de dossier, elle n'est pas enceinte, bon. Et Kim aurait répondu « Tant mieux parce que si c'était vrai, donc si tu étais vraiment enceinte, ça gâcherait le restant de tes jours. » En février 2017, Brooke va commencer à se préparer pour son bal de fin d'année. Elle va donc aller acheter la robe, évidemment. Et ici, je vais mettre une photo, donc je vais mettre deux photos qui sont côte à côte de Brooke, qui est dans sa belle robe rouge moulante. Donc ici, à gauche, on peut voir Brooke dans sa robe qui est en février. Puis à droite, on va la voir 3 mois plus tard, donc à son bal de fin d'année, en mai. Il n'y a absolument aucune différence. On ne peut même pas constater que Brooke était enceinte à aucun des moments. En fait, si on ne sait pas qu'elle est enceinte, on peut penser seulement qu'elle est ballonnée, mais jamais qu'elle est enceinte là, et qu'elle est à terme. On se retrouve donc le vendredi 5 mai 2017. C'est une soirée super parce que c'est le bal de promo de Brooke. Elle va donc se rendre à son bal avec son petit ami Brandon. Ils vont passer une excellente soirée. Par contre, elle a des crampes à l'estomac et elle pense que c'est des crampes menstruelles. Évidemment que Brandon va se rendre compte que Brooke semble pas bien aller. Il va lui demander et elle va dire que c'est des crampes menstruelles, là, tout simplement. Elle va bientôt commencer ses règles. Lui, Brandon, lors du procès, il va dire qu'il était absolument pas au courant que sa compagne, donc sa petite amie, était enceinte. Ce qui est quand même assez étonnant parce que, sûrement qu'ils ont eu des rapports sexuels et sûrement qu'il aurait remarqué qu'elle a un ventre. Mais, bon, tout le monde connaissait Brooke comme étant quelqu'un qui jouait avec son poids. Donc, des fois, elle était mince, des fois, elle était un peu plus ronde. Donc, peut-être que ça passait inaperçu à cause de ça. On sait que pendant la soirée de son bal, Brooke va finir par quitter parce qu'elle a trop de crampes. Elle va donc retourner chez elle, elle va se mettre une bouillotte et elle va aller se coucher. Samedi, le 6 mai 2017, les crampes sont toujours là. Elle a toujours des douleurs et au matin, elle va passer la matinée avec une bouillotte sur le ventre, couchée sur le sofa du salon. En après-midi, Brandon va l'inviter à aller à un match de football. Elle va y aller. Comme si rien n'était, elle a toujours des crampes, elle a toujours mal au ventre. Et bien, évidemment, plus tard, on se rend compte que quand elle avait des crampes, c'est qu'elle était tout simplement en travail. Donc, elle était en train d'accoucher, littéralement. C'est donc dans la nuit du 7 mai, donc dans la nuit du samedi au dimanche, que Brooke n'arrive pas à dormir. Elle a vraiment des très grosses crampes très, très fortes.
Et c'est à peu près autour de 3 heures du matin qu'elle va se réveiller. Elle va aller dans la salle de bain. Elle va s'asseoir sur la toilette et les crampes ne cessent pas du tout. Elles vont même s'intensifier. Puis c'est là, assise sur la cuvette des toilettes, qu'elle va donner naissance à un petit bébé, donc une petite fille. À ce moment-là, Brooke va raconter qu'elle n'a pas eu à couper de cordon ombilical. Donc, c'est comme si tout était tombé en même temps que le bébé dans la toilette. Quand elle va prendre son bébé, elle va décrire lors d'un interrogatoire que son bébé était blanc. Il ne respirait pas, il ne bougeait pas non plus. Elle a même essayé de faire un petit massage cardiaque. Elle voulait pas y aller trop fort parce qu'elle avait peur d'y faire mal. Mais elle n'a pas réussi à le faire respirer. Donc, c'est avec douleur, assise au beau milieu d'une mort de sang dans la salle de bain, qu'elle va prénommer ce petit bébé-là Annabelle. Elle va l'emmitoufler dans une couverture. Elle va se rendre, avec les dernières forces qui lui restent, dans la cour arrière. Puis, elle va creuser un petit trou situé entre 2 arbres et elle va y déposer le bébé pour ensuite y mettre la terre et y mettre un petit bouquet de fleurs. Elle va retourner dans la maison, dans la salle de bain. Elle va tout nettoyer, faire comme si rien ne s'était passé, vraiment détruire toutes les preuves d'un quelconque bébé qui aurait pu ou qui aurait existé. Elle va retourner dans sa chambre, elle va se coucher dans son lit et elle va s'endormir. Le dimanche matin, elle va recevoir un message texte de Brandon Seller, son petit copain, qui va lui demander comment elle va. Et sur ce, elle va répondre « Je t'en parlerai plus tard, mais la nuit dernière a été la pire de tous les temps. Je n'ai pas dormi jusqu'à 5h30 du matin, mais je me sens tellement mieux ce matin, je suis heureuse. » On sait que dans la journée, elle va se rendre au gym, donc pour aller s'entraîner, et elle va même prendre une photo d'elle. Donc ça, c'est la photo qui a été prise seulement quelques heures après qu'elle ait donné naissance à son bébé. Le 12 juillet 2017, Brooke avait pris rendez-vous pour obtenir la pilule contraceptive enfin. Elle va donc se rendre à la même clinique, mais cette fois-ci, elle va tomber sur le docteur Boyce. Le docteur Boyce va l'accueillir dans son cabinet. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que lorsqu'elle a pris rendez-vous, l'infirmière, donc la secrétaire qui a pris le rendez-vous, a constaté qu'elle était déjà venue quelques mois plus tôt et qu'elle était enceinte. Elle a donc parlé à une des infirmières et cette infirmière-là qui se nomme Ashley Nichols Parkman, qui va également être présente au procès, va mentionner qu'elle en a parlé au docteur Andrew, donc celui qui avait reçu Brooke pour la première fois. Et il comprend pas lui non plus parce que, pourquoi elle se ferait prescrire la pilule contraceptive alors qu'elle est sur le bord d'accoucher ou qu'elle aurait déjà accouché. Bon, elle n'a pas suivi de cours prénataux, c'est quand même bizarre, elle n'a jamais retourné d'appel, et là, soudainement, elle reprend rendez-vous pour avoir une pilule contraceptive. Le docteur Andrew, à ce moment-là, va parler avec le docteur Boyce, que c'est lui qui va recevoir Brooke à ce rendez-vous-là du 12 juillet. Et donc, lorsque Brooke va arriver au cabinet du docteur Boyce, il est déjà au courant qu'elle était enceinte et qu'elle n'a pas suivi de cours prénataux. Elle va donc demander une pilule contraceptive. C'est là que le docteur Boyce va lui demander où est le bébé. Et c'est là que Brooke va tout dire. Elle va dire qu'elle a déjà accouché, que son bébé est mort-né et qu'elle l'a enterré dans sa cour. Elle va également avouer au docteur Boyce que personne n'était au courant de sa grossesse, mis à part elle et le docteur Andrew et le personnel de la clinique. Sa mère, son père, son frère, son petit copain, même son ex-petit copain qui se trouve à être le père du bébé finalement, n'est même pas au courant. 2 jours plus tard, soit le 14 juillet, le docteur Boyce va décider de contacter les services de police parce que c'est assez inquiétant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On se pose beaucoup de questions. On n'a pas de détails sur ça. On n'a aucune information et il n'y a aucune suite aux soins prénataux qu'il aurait pu avoir à Brooke. Donc, elle va contacter les services de police pour mentionner tout ce qu'elle sait. Le jour même, l'officier John Fane ainsi qu'un autre officier qui s'appelle Kiddy Jair vont interroger Brooke. Donc, ils vont demander à Brooke de se rendre au poste de police pour l'interroger sur ce qu'elle a dit, évidemment. On sait que Scott, donc le père de Brooke, ne comprend pas vraiment, donc il va emmener sa fille au poste de police et elle va être interrogée. Elle va tout avouer. Elle va avouer qu'elle était enceinte et que lorsqu'elle a accouché le bébé,
ben, était mort. Donc, elle l'a enterré dans sa cour. Évidemment, immédiatement, au vu des circonstances très louches de ce qu'elle dit, il y a une équipe qui va être envoyée dans la cour arrière de la famille Richardson et il va y avoir une perquisition qui va se faire dans le domicile. Ils vont trouver, évidemment, des restes humains de bébés qui vont être retrouvés, bon, évidemment, enterrés dans la cour des Richardson. Et on sait que des os vont être envoyés au laboratoire pour être expertisés. À ce moment-là, le pathologiste va remarquer qu'il y a certains os qui étaient plus foncés que d'autres, ce qui pourrait signifier que le bébé aurait été brûlé, partiellement ou complètement brûlé. Donc, il y a l'hypothèse que Brooke aurait pu vouloir mettre feu à son bébé. Et là, pendant l'interrogatoire, bien évidemment que les policiers ont été mis au courant qu'il y avait certains os qui étaient plus foncés que d'autres. Et donc, tranquillement, ils vont mettre cette information-là dans l'interrogatoire pour faire avouer Brooke. Mais Brooke, pendant 17 fois, elle va mentionner qu'elle n'a jamais fait de mal à son bébé, que son bébé était bel et bien mort-né. Elle ne l'a pas entendu glousser, elle ne l'a pas entendu respirer, elle ne l'a pas entendu pleurer non plus. Mais là, évidemment, on sait, les policiers peuvent parfois être très convaincants dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils avancent. De plus, lors de l'interrogatoire qui a été filmé, on peut voir qu'elle a été interrogée par un homme et par une femme. Et la femme qui l'a interrogée, elle va prendre Brooke par les deux mains, un peu comme pour être compatissante, pour retirer un peu là, la différence de celle qui est interrogée à l'enquêtrice. Donc, elle veut vraiment mettre une certaine relation entre elle et Brooke. Elle veut que Brooke se sente en confiance. Et Brooke, ben, elle est vraiment troublée, elle est traumatisée, évidemment. C'est quand même gros pour une jeune fille de 18 ans, là, tout ça. Et Brooke, même après 17 fois qu'elle a dit qu'elle n'a pas du tout fait mal à son bébé, ben, elle va finir par dire que oui, elle a voulu l'incinérer comme pour lui rendre hommage. Et là, évidemment, elle a avoué qu'elle aurait mis feu à son bébé, qu'elle l'a enterré. Alors là, elle va être arrêtée et accusée d'homicide involontaire, de meurtre aggravé, de recel de cadavres. Et la même journée qu'elle est arrêtée, ben, ses parents vont payer la caution jusqu'à son procès. On sait qu'ici, c'est pas vraiment un mystère, là. Elle a immédiatement avoué tout ce qu'elle a fait. Là, par contre, la question, c'est de savoir, est-ce qu'elle a tué son bébé? Est-ce que c'était prémédité? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et c'est vraiment ce qu'on va savoir au courant du procès. Au cours du procès, il va y avoir évidemment le Dr. Boyce, le Dr. Andrew, l'assistante. Il va y avoir également l'ex-petit copain, donc Trey Johnson, qui va être là. Il y a Brendan Seller qui va être là également. Les parents de Brooke et Brooke aussi. Il va y avoir beaucoup de monde qui vont être interrogés au sujet de ce qui s'est passé, mais également au sujet de ce qui s'est passé à la clinique. Parce que tout va vraiment reposer sur les faits que la clinique a enregistrés. Alors là, ici, on a une jeune adolescente qui souffre de troubles alimentaires depuis qu'elle a 12 ans. Boulimie, anorexie, elle mange beaucoup, elle ne mange pas. Elle a beaucoup de troubles qui auraient pu affecter son jugement lorsqu'elle a accouché. Et là, la question, c'était de savoir, est-ce que Brooke a vraiment subi un déni de grossesse? Est-ce que Brooke avait vraiment prémédité de tuer son bébé? Est-ce que le bébé de Brooke était réellement mort lorsqu'il est né? Alors là, c'est une question qui va être amenée et qui va être répondue, évidemment avec beaucoup de débats par plusieurs médecins, donc le Dr. Boyce, le Dr. Andrew. Évidemment, il va y avoir d'autres médecins qui vont être interrogés, d'autres experts, les pathologistes, notamment le pathologiste qui aurait mentionné que lorsque les os du bébé ont été examinés, il y avait certains os qui étaient plus foncés que d'autres. Et ce pathologiste-là, Updegrove, eh bien, il a avancé l'hypothèse que Brooke aurait pu mettre feu à son bébé. Mais on sait que un peu avant le procès, ce pathologiste-là va se rétracter et va dire qu'il s'était trompé. Deuxième expertise qui va être faite et non, il n'y a aucun os qui était plus brun que d'autres. Donc, cette hypothèse-là va être un peu enlevée, là, va être un petit peu retirée parce qu'il n'y a absolument aucune preuve comme quoi il y aurait le feu qui aurait été mis au bébé. Donc maintenant, on va se pencher un peu sur l'affaire que le bébé aurait pu naître déjà mort. Donc une mortinatalité. Une mortinatalité, c'est lorsqu'on accouche d'un bébé qui est mort.
Alors, est-ce que ça aurait pu? Déjà, on sait que Brooke avait 18 ans, elle ne connaissait pas les grossesses, elle avait jamais eu de bébé, elle n'était pas du tout au courant de placenta, cordon ombilical, tous ces termes-là. Et lorsqu'elle a été interrogée la première fois, elle a vraiment mentionné qu'elle n'a coupé aucun cordon ombilical. Donc, c'est comme si tout était tombé en même temps. Les médecins vont s'entendre sur le fait que, en effet, le bébé aurait pu naître mort, donc il aurait pu avoir une mortinatalité. Les risques de mortinatalité sont beaucoup plus fréquents chez les mères qui souffrent de troubles alimentaires. De plus, ça faisait déjà 6 ans que Brooke avait des troubles alimentaires, donc ça aurait pu affecter évidemment le bébé. Et là, on va revenir sur lorsque le docteur Andrew a pris les mesures du ventre, il a noté 32 cm. 32 cm est égal à 32 semaines de gestation. On est le 26 avril lorsque le docteur Andrew a le rendez-vous avec Brooke. Il note 32 semaines. Pourtant, à peine une semaine plus tard, Brooke va donner naissance à un bébé qui est à terme. Parce qu'il y a des mesures qui ont été faites, évidemment, sur les os, le fémur, tout ça, et on s'est rendu compte, lorsqu'on a expertisé le bébé, qui était à terme. Alors là, les mesures du docteur Andrew étaient faussées. C'est vraiment là que tout va se jouer. En partant, le 32 semaines n'était pas bon. Et là, le docteur Andrew va mentionner que il a bel et bien noté le 32 semaines et que ça fait déjà 23 ans qu'il fait ce métier-là. Il a vu des milliers de femmes, il a suivi beaucoup de femmes qui étaient enceintes, il a de l'expérience, donc c'est sûr qu'avec l'expérience, on risque moins de se tromper. Si on se trompe, c'est qu'il y a une raison. Alors là, on peut se dire, évidemment, avec les photos qu'on voit de Brooke, qui est supposément à terme, elle n'est pas si grosse que ça. Elle n'a pas un énorme ventre. Donc, on peut peut-être dire, peut-être que l'enfant n'était tout simplement pas développé comme il aurait dû. Peut-être qu'il était trop petit. Peut-être également qu'il n'y avait pas assez de liquide amniotique. Il y a beaucoup de choses qui vont entrer en compte et c'est pourquoi justement le docteur Andrew avait demandé une seconde échographie pour s'assurer que le bébé se développait comme il faut. Alors là, ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est une question qui va être répondue en long et en large pendant le procès. C'était des vidéos très, très longues. Là. Vous pouvez les retrouver justement vous aussi si ça vous intéresse sur YouTube. C'est Laws and Crime. Donc, c'est des procès qui sont filmés et qui sont mis là, en extrait vidéo sur YouTube. Donc, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. On passe sur l'idée que peut-être que Annabelle, donc le bébé de Brooke, ne se développait pas comme il faut. Pour que le médecin se trompe à ce point-là, c'est que la mesure n'était pas bonne. Et pourquoi la mesure n'était pas bonne? C'est sûrement justement parce que le bébé était trop petit pour la taille qu'il aurait dû faire, alors qu'elle était à terme. Évidemment, il va y avoir Brandon qui va assister au procès, il va être témoin. Et là, lui, il va dire qu'il n'était absolument pas au courant que Brooke était enceinte. Pourtant, il y a des messages textes qui vont être retrouvés, notamment celui du 7 mai au matin, lorsque Brooke va lui dire « Je t'expliquerai plus tard ». Sachant qu'ils se sont vus en après-midi lors du match de football, elle a sûrement dû lui dire qu'elle avait accouché pendant la nuit, que ça avait été la pire nuit de sa vie. Alors là, c'est un peu complexe, c'est bizarre. Il y a également Trey Johnson qui va être au procès. Il va mentionner que tout de suite après leur rupture, Brooke a vraiment coupé tout contact. Elle l'a bloqué de partout, donc il n'a jamais su qu'elle était enceinte, il n'a jamais su qu'elle avait accouché, il n'a jamais su que sa petite fille était morte, il n'a jamais rien su, et même pendant le procès, il va oser nier qu'il est le père du bébé. Bon, évidemment, on a 50% de chances de tomber enceinte lorsqu'on ne se protège pas, et il y a une des 2 fois où ils ont eu des relations sexuelles dont ils ne se sont pas protégés. Il va nier que c'est lui le père, et pourtant il y a des tests d'ADN qui vont être effectués de Trey au reste du bébé, et ça va s'avérer être positif. Donc on sait que c'est Trey Johnson qui est le père et non Brandon. La question est réglée, c'est lui le père. Après seulement 8 jours, le procès va prendre fin et le jury va délibérer. En fait, les charges qui sont contre Brooke, ce sont meurtre aggravé, homicide involontaire et mise en danger d'un enfant. Ils vont délibérer pendant 8 heures de temps.
Après 8 heures de délibération, Brooke Richardson va être déclarée coupable d'abus d'un cadavre et condamnée à seulement 1 an de probation et non de prison. Parce qu'en effet, pendant le procès, on a le déni de grossesse qui va être mentionné à plusieurs reprises, à savoir est-ce que Brooke avait vraiment un déni de grossesse, et le jury va pencher en cette faveur-là, puisque pendant la grossesse, Brooke n'a jamais démontré aucune émotion. Elle n'a pas démontré aucune émotion, même dans le bureau du docteur Andrew. Elle n'avait préparé aucune chambre, aucun meuble, pas de couche, pas de linge, rien du tout. C'est comme si son cerveau n'arrivait pas à consciemment assimiler qu'elle était enceinte. Alors là, on va parler un peu du déni de grossesse. Donc, on pense que Brooke Richardson avait développé un déni de grossesse, tout simplement. C'est vraiment pour ça que le jury va la déclarer non coupable pour tous les chefs, à part recel d'un cadavre, tout simplement parce qu'ils vont penser qu'elle a un déni de grossesse à ce moment-là. Il y a beaucoup de preuves qui vont être amenées. Tout d'abord, il faut savoir que il y a énormément de femmes qui ont des troubles alimentaires dont les règles vont finir par disparaître. Ça, c'est un des premiers symptômes, c'est tout à fait normal. Bon, mis à part les dents, les cheveux, tout ça, les règles peuvent cesser. Brooke avait jamais cessé d'avoir ses règles aussi longtemps, mais peut-être qu'elle était tellement omnibulée par autre chose, donc son petit ami, les compétitions, le pom-pom girl, son école, l'université, qu'elle a tout simplement pas porté attention au fait que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu ses règles. Ensuite, on a bien évidemment le ventre rond de Brooke. Son entourage était tellement habitué de la voir jongler dans son poids que lorsqu'elle était enceinte, elle avait pris plus de poids, et même que Kim et Scott ont trouvé qu'elle avait l'air plus en forme, plus en santé. Donc, ils se sont mis à penser que le fait de sortir avec Brandon faisait en sorte qu'elle faisait plus attention à elle, donc qu'elle mangeait régulièrement et que tout était en train de se placer de ce côté-là. Donc, ils n'ont pas vraiment porté attention à savoir peut-être que Brooke est enceinte, peut-être que non. Voilà, donc ça aussi, ce serait une autre explication au fait que elle a pris du ventre là, pendant les derniers mois, voire les dernières semaines. On sait qu'il existe 2 dénis de grossesse. On a le déni de grossesse partiel, qui est que la femme, surtout au premier trimestre, va ignorer qu'elle est enceinte jusqu'à ce qu'elle fasse dire par un médecin. Donc, elle se rend compte que elle n'a pas de règles. Elle fait des tests, mais c'est négatif toujours. Elle se rend au médecin, puis le médecin va faire des tests, va faire des échographies et tout, et que ça va s'avérer positif. À partir de là, le déni de grossesse disparaît. La femme sait qu'elle est enceinte. Elle l'a assimilé consciemment. Donc, les symptômes de grossesse vont apparaître. Les vomissements, les courbatures. Il y a même des femmes qui vont avoir des règles, même si elles sont enceintes. Donc, le déni de grossesse peut être dû à ça. Elles ont leurs règles et du jour au lendemain, elles vont accoucher. Et c'est à ce moment-là qu'elles savent qu'elle est enceinte, au moment où elles accouchent. On a également le déni de grossesse complet. Donc, ces femmes-là vont avoir leurs règles tout au long de leur grossesse. Elles n'auront aucun symptôme. Donc, ce qui va faire en sorte qu'elles n'iront pas voir le médecin puisqu'elles n'ont pas de symptômes et elles ont leurs règles. Elles vont savoir qu'elles sont enceintes seulement au moment où elles vont donner naissance à leur bébé. Le déni de grossesse est en fait un trouble psychiatrique. C'est donc un trouble de la gestation psychique du cerveau de la femme qui adopte une stratégie de défense inconsciente pour se protéger. Alors, pourquoi? Quelles sont les causes? Eh bien, ça peut être l'angoisse de porter un enfant ou encore d'être mère. Ça peut être les expériences du passé. Ça peut être des traumatismes d'enfance, un mauvais rapport au corps ou un mauvais rapport à la sexualité. En effet, dans toutes ces causes-là que j'ai énumérées, Brooke Richardson cochait la plupart. Donc, l'angoisse de porter un enfant ou d'être mère, je ne pense pas. L'expérience du passé, on peut relier ça à lorsqu'elle a été maltraitée à l'âge de 12 ans. Ça peut être un choc post-traumatique. Les traumatismes d'enfance, donc ça nous ramène à lorsqu'elle avait 12 ans. Un mauvais rapport au corps, donc sa boulimie, son anorexie ainsi que sa dysmorphie corporelle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'elle coche, évidemment. Par contre, j'ai été regarder sur Internet, je me suis demandé, est-ce que c'est toujours possible d'avoir un déni de grossesse, même lorsque le médecin affirme qu'on est enceinte?
même si on a fait une échographie et qu'on a vu le bébé, même si notre ventre a été mesuré, et même si on a vu les résultats d'un test urinaire de grossesse. J'ai pas trouvé la réponse. Je ne sais pas si c'est possible, mais si c'est possible, on peut dire que Brooke Richardson cochait également cette case-là. Dans les dénis de grossesse, j'ai pas vu ça. J'ai vu un déni de grossesse partiel jusqu'à ce que le médecin annonce la grossesse ou un déni de grossesse complet lorsqu'on apprend qu'on est enceinte au moment où on est en train d'accoucher. Alors là, à vous de m'écrire en commentaire si vous avez déjà été été la victime d'un déni de grossesse. Votre déni de grossesse, est-ce qu'il a duré jusqu'à la fin, même si le médecin vous avait mentionné que vous étiez enceinte? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, c'est très intéressant de savoir. J'ai fouillé, mais vraiment, j'ai rien vu là-dessus. Alors, sur ce, on sait que Brooke Richardson, en 2020, elle a demandé à ce que son casier soit scellé pour qu'elle puisse reprendre une vie normale. Le juge a accepté, même si ce qu'elle avait fait avait été très inhumain. Il lui a mentionné que ça avait été très inhumain. Par contre, elle a pu sceller son dossier et on sait qu'après, elle a eu beaucoup de difficultés à se trouver un emploi. Évidemment, à Carlisle, tout le monde se connaît, c'est un petit quartier, c'est vraiment une petite ville, là. C'est un quartier. Ouais, c'est vraiment un petit quartier, tout le monde se connaît. Ça a été difficile pour elle, ça a été aussi difficile pour les parents. Par contre, ils ne sont pas déménagés de leur maison, ils sont restés là. Il y a même un ange comme statue qui a été déposé à la tombe d'Annabelle, donc dans la cour arrière de la maison. Et on sait que le cabinet qu'elle avait engagé pour la défendre l'a engagée comme stagiaire, donc elle a pu tranquillement refaire sa vie. Par contre, en 2024, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, j'ai pas d'informations, j'ai été regarder sur Internet, mais les dernières informations dataient de 2020-2021, là, au moment où elle a demandé à pouvoir sceller son dossier et que le cabinet d'avocats lui a offert un travail. Pour ma part, la vidéo est maintenant terminée. C'est quand même intéressant, c'est un sujet très intéressant à travailler. Le déni de grossesse, tout ça, on sait qu'il y en a beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui vont faire ça. Il y a beaucoup de femmes qui vont apprendre qu'elle est enceinte au moment où elles accouchent. Évidemment, vous pouvez aussi écrire en commentaire quelle est votre expérience si vous en avez une par rapport au déni de grossesse. On sait que les troubles psychiatriques et les troubles de santé mentale sont toujours très intéressants à discuter ici sur cette chaîne. C'est vraiment le but, hein, de pouvoir se libérer. Puis on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux qui vous entourent. Ciao, ciao!